Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode du podcast Pourquoi tu lis ? Je m'appelle Célie Adamzik, je suis accompagnante en bibliothérapie et aujourd'hui j'avais envie de vous raconter et de vous parler de la différence entre la lecture plaisir et la lecture de bibliothérapie. Si le sujet t'intéresse, déjà merci beaucoup d'être là. Et si tu es curieux ou curieuse de découvrir ce que c'est qu'un accompagnement en bibliothérapie, je te renvoie vers mon site internet celia.fr ou sur mon Instagram. Je te mettrai tous les liens dans la description de cet épisode de podcast. Et je ne peux que te conseiller de prendre un appel découverte gratuit avec moi. Ça dure entre 20 et 30 minutes et ça peut te permettre de découvrir plus en profondeur mes accompagnements et de voir si je peux être utile pour avancer dans ta vie. Moi, je suis une personne qui lit beaucoup. C'est vrai, je lis à peu près une centaine de livres par an. Ça varie entre 80 et 110 en général. Donc, je suis vraiment une grosse lectrice. Néanmoins, toutes mes lectures ne sont pas des lectures de bibliothérapie. C'est-à-dire que je ne tire pas un bénéfice personnel d'introspection, de développement personnel de toutes mes lectures. Et ce qui est absolument normal. En commençant un accompagnement de bibliothérapie, bien évidemment que je ne vais pas vous demander de faire de toutes vos lectures pour tout le reste de votre vie quelque chose de transformateur. Comme pour beaucoup de choses en thérapie, on va choisir la matière sur laquelle travailler. Nous sommes d'accord donc, vous et moi, pour dire que il y a différents types de lectures. Alors évidemment, il y a la lecture plaisir. C'est la lecture qu'on fait en règle générale quand on est adulte, même enfant, mais enfant, il va y avoir la notion de lecture d'apprentissage, donc ça j'y reviendrai. Mais quand on est adulte, très généralement, la manière dont on lit, en tout cas des romans, mais aussi des essais, c'est à 95%, voire même 99% de la lecture plaisir. C'est-à-dire que on se plonge dans une histoire et on apprécie le fait qu'on nous raconte des événements, de l'action, des émotions qui arrivent à des personnages. On ne se pose pas trop de questions à la lecture, on prend juste un temps pour savourer le plaisir de lire des histoires. Et ça, c'est non seulement absolument parfait, mais c'est indispensable. Donc évidemment que la lecture plaisir, je ne peux que l'encourager. Je la pratique moi-même la plupart du temps et elle est très bénéfique pour notre cerveau et pour notre bien-être. Néanmoins, la lecture plaisir, c'est pas de la lecture bibliothérapeutique. Ensuite, dans les types de lecture, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, nous avons la lecture d'apprentissage. Alors, il y a deux types de lecture d'apprentissage qui vont être évidents, c'est-à-dire, il y a ce qu'on nous demande de lire pour l'école, le collège, le lycée, où là, notre cerveau va être branché à repérer les structures dans le texte, les choses qui vont être pertinentes par rapport au cours qu'on a eu avec notre professeur. Et on fait ces lectures-là dans un but bien précis, c'est grosso modo d'avoir une bonne note. Alors l'idéal, c'est quand cette lecture d'apprentissage va se coupler avec la lecture plaisir, auquel cas, notre cerveau, il va aimer ça. Mais on est bien d'accord que des fois, ça peut être compliqué aussi, on l'a tous vécu d'avoir au collège une lecture obligatoire qui nous plaisait absolument pas, mais de devoir quand même se brancher et se mettre dedans et d'avoir beaucoup de mal à suivre le cours de l'histoire ou à voir quelles étaient les métaphores et symboles. Je reviens pas là-dessus, vous avez tous l'image en tête. Et puis dans les lectures d'apprentissage, on a aussi, quand on devient adulte, quand on grandit, alors enfant on l'a avec, par exemple, les encyclopédies sur les dinosaures qu'on se dévore 10 fois de suite le dimanche après-midi à la maison. Et quand on est adulte, ça va être les livres de développement personnel, les essais, les livres de cuisine, de jardinage, etc. où en fait notre cerveau il se met en mode apprentissage pour pouvoir retenir ce que l'auteur ou l'autrice lui a dit dans le livre afin de l'appliquer à sa vie de tous les jours, puisque là le but de ces lectures c'est d'apprendre quelque chose. Alors, oui, on peut avoir énormément de plaisir à apprendre des choses dans ces livres-là. C'est même franchement ce que je recommande parce que le plaisir dans l'apprentissage, il est absolument essentiel pour votre cerveau. Mais néanmoins, ce n'est pas la même démarche que dans une lecture plaisir. Dans une lecture d'apprentissage, le cerveau va être branché
attention, je vais apprendre quelque chose de ce livre. Donc on va essayer de retenir plus les détails du bouquin, les données qui nous sont données dans ce livre. Dans la lecture plaisir, combien de fois j'ai entendu des gens dire « Ah, je sais plus si j'ai lu tel ou tel polar parce que je retiens pas ». Parce qu'en fait, oui, j'ai eu du plaisir en lisant tel auteur, mais j'ai pas spécialement retenu quel était le contenu ou alors, quels étaient les détails de l'histoire. Et c'est très bien comme ça, c'est très bien, c'est parfait, c'est juste le cerveau qui a dit « Waouh, c'est cool, on me raconte une histoire, c'est super, je suis très content, ça me fait du bien, je passe un très bon moment. » Néanmoins, il n'est pas en mode apprentissage. Quand il est en mode apprentissage, il va être beaucoup plus susceptible de retenir ce qu'on lui a raconté, et d'autant plus si on aime ce qu'on apprend. La lecture d'apprentissage n'est toujours pas une lecture bibliothérapeutique. Et donc on en vient à, c'est quoi finalement la lecture qu'on utilise en bibliothérapie et pourquoi est-ce qu'elle va être intéressante ? Eh bien, l'idée de la lecture qu'on fait en bibliothérapie, c'est de programmer le cerveau pendant la séance pour qu'il fasse attention à certaines choses pendant la lecture. Alors, ça peut être tout bête, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre d'un club lecture, vous allez être obligé de parler du livre que vous avez lu. Votre cerveau, pendant que vous lisez, va déjà commencer à travailler à la restitution des émotions, de l'histoire, de ce que vous avez envie de raconter par rapport à ce livre-là. Si vous faites un club de lecture bibliothérapeutique, c'est-à-dire orienté sur une thématique, un sujet, un livre particulier à travailler, votre cerveau va automatiquement se brancher là-dessus et sans que vous ayez besoin de spécialement y penser ou spécialement travailler la chose, va commencer lui à travailler pour vous. Ce qui va faire que quand vous allez être face à des gens, vous allez déjà être entraîné à parler de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous pendant votre lecture. Ça va créer du lien avec les gens. Ça va créer de l'échange. Vous allez aussi vous rendre compte que les autres n'ont pas forcément lu la même chose que vous. Et dans le cadre d'un club lecture vraiment spécialisé en bibliothérapie, eh bien ça, c'est une matière excellente pour pouvoir travailler en groupe et avancer sur les thématiques qui sont proposées. Alors, petite parenthèse, à partir de juin 2025, j'ai un local qui s'ouvre à Bayeux, dans le Calvados. Donc il est très facile à trouver puisqu'il se situe juste à côté de la librairie indépendante Métropolis dans la rue principale, la rue Saint-Malo. Et dans cet atelier, il est fort possible que j'anime des clubs lecture le vendredi soir, donc des clubs lecture un peu particuliers puisque ça va être des clubs lecture orientés bibliothérapie. Mais je vous en reparlerai quand j'aurai les premières dates. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, gardez bien ça dans un coin de votre tête. Bien, je viens de vous raconter que votre cerveau, pour qu'il se focus sur quelque chose, il faut lui donner un sujet. En bibliothérapie, les lectures qu'on va choisir ne sont pas anodines et très souvent, les lectures qu'on choisit sont accompagnées d'une proposition de réflexion, donc sur un sujet, sur une thématique, sur un type de personnage. Et là, encore une fois, je l'espère que ça va être des lectures plaisir, n'est-ce pas ? Mais en fait, en vous demandant de vous focaliser sur tel sujet spécialement à la lecture de ce livre-là, ça va vous permettre ensuite, dans une autre séance, de vous reposer la question automatiquement, en fait, même à la lecture, de dire « Ah oui, c'est vrai, ça me fait penser à ma problématique du moment, mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça me fait penser à ma problématique du moment ? Pourquoi est-ce que tel personnage me fait ressentir l'émotion sur laquelle j'ai besoin de travailler en ce moment ? Et tout ça, c'est pareil, ça va donner de la matière à réflexion à votre cerveau qu'on va pouvoir travailler en accompagnement. Et puis enfin, alors évidemment, les lectures en bibliothérapie, ça peut aussi être a posteriori, c'est-à-dire que vous pouvez faire des lectures, vous avez forcément des lectures dans votre vie qui vous ont énormément marqué. Et pendant l'accompagnement, vous pouvez faire des lectures qui vont vous faire ressentir une émotion très forte alors que c'est un peu étonnant parce que vous ne vous y attendiez pas spécialement. Et ça, c'est hyper intéressant à noter quand on est dans un accompagnement bibliothérapie parce que ça va vous aider à mieux vous comprendre. C'est-à-dire qu'on va travailler sur pourquoi est-ce que tel personnage, ça vous a fait ressentir quelque chose d'aussi fort alors qu'on n'était pas dans un contexte spécialement de travail sur soi. De la même manière, on va revenir en séance sur les œuvres qui vous ont marqué quand vous étiez enfant, sur les personnages qui ont été importants dans votre vie, dans votre imaginaire,
Et ça va nous donner beaucoup d'informations sur vous, sur qui vous êtes, sur vos valeurs, etc. Alors tout ça, ça peut se faire parce que votre cerveau, il est magique. Votre cerveau, il va travailler tout seul si on lui donne des intentions. Je vous explique. Il suffit d'attirer l'attention de votre cerveau sur quelque chose pour qu'il le repère automatiquement dans votre vie quotidienne. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je suis en train de faire en ce moment une formation sur la communication et il s'est posé la question dans un moment donné dans la formation de savoir si c'était pertinent ou pas d'avoir des stickers qu'on colle sur les voitures avec votre nom, votre entreprise et puis votre numéro de téléphone. Parce que la question était, est-ce que les gens regardent? Est-ce que les gens sont curieux? Est-ce que ça peut apporter des prospects, peut-être des clients, ce type de communication? Eh bien, à partir du moment où on a commencé à se poser la question, que moi j'ai commencé à me poser la question de savoir si j'allais mettre un sticker ou pas sur ma voiture, je n'ai vu dans la rue que des voitures avec des stickers d'entreprise. Tout simplement non pas parce que tout d'un coup les voitures sont apparues, mais parce que mon cerveau avant n'y prêtait pas du tout attention. De la même manière, c'est un truc qui est très connu chez les femmes enceintes, quand quand on envisage de faire un enfant, qu'on est en train d'essayer de faire un enfant, ou alors au tout début de la grossesse, on ne voit que des femmes enceintes partout. C'est pas que les femmes enceintes sont particulièrement apparues là à ce moment-là, elles étaient là avant, en vrai, mais c'est parce que notre cerveau se focalise sur ce sujet-là et le voit partout. On va du coup en bibliothérapie profiter de cet aspect-là de notre cerveau pour le faire travailler tout seul sur des sujets qui nous intéressent. Donc on va se focaliser sur telle thématique. Évidemment, vous allez avoir des lectures orientées vers ces thématiques-là. Et votre cerveau, pendant que vous êtes en train de lire un roman, par exemple, de fantasy qui, a priori, ne va pas représenter votre quotidien, eh bien votre cerveau, lui, il va faire des liens. Et il va mettre en évidence des choses. Par exemple, vous avez une émotion qui va sortir. D'habitude, vous n'y prêtez pas attention. Là, votre cerveau va dire « Hé, attention, regarde. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir t'être utile sur ta thématique. » Ensuite, autre chose que le cerveau fait magnifiquement bien et dont on se sert en bibliothérapie, c'est que le cerveau ne fait pas la différence, en tout cas les connexions de neurones ne font pas tellement la différence entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous allez pouvoir vous mettre à pleurer en lisant un livre, que vous allez des fois avoir peur de sortir de votre lit si vous êtes en train de lire un livre sur les maisons hantées par exemple. Vous allez ressentir de la colère, de la joie à la lecture d'un roman parce que vous allez vous identifier et que du coup votre cerveau va vous faire vivre les mêmes émotions. Alors certes avec une intensité moindre, quoique, mais en tout cas les connexions de neurones vont se faire de la même manière si vous le vivez en vrai que si vous le lisez avec un attachement très fort à votre personnage. Ça va être super intéressant à travailler dans le cas où, par exemple, vous avez beaucoup de mal à répondre à ce chef qui vous reproche sans cesse des choses parce que vous manquez de confiance en vous, parce que le courage peut-être vous manque, etc. Mais vous avez une appétence pour les héros très forts, pour les héros avec un caractère bien trempé. Eh bien, en bibliothérapie, on va pouvoir vous proposer de travailler sur ce caractère de personnage, sur ses qualités et comment faire en sorte que ces qualités soient plus souvent représentées chez vous. Parce que ce sont des qualités que vous aviez à la base. C'est juste que vous n'en avez pas conscience. Donc, étant donné que votre cerveau ne fait pas les différences entre la fiction et la réalité, en bibliothérapie, on va vous demander de garder un focus particulier sur les dialogues, par exemple. Comment est-ce que ce héros, cette héroïne, répond quand on commence à dépasser ses limites? Et du coup, de vous imaginer en train de répondre de la même manière. Et si vous l'avez déjà fait dans votre tête plusieurs fois, si vous l'avez déjà fait par écrit, par exemple, eh bien les connexions neuronales qui vont vous permettre de le faire sont déjà créées. Donc en situation réelle, vous allez, vous aussi, pouvoir avoir plus de courage et plus de répondants face à quelqu'un qui vous embête ou qui essaye de vous rabaisser. Encore une chose dont j'avais envie de vous parler, c'est que votre cerveau a cette magnifique capacité de trouver des solutions et de trouver des solutions inédites du moment qu'on lui donne un peu de matière. Dans les livres, les histoires qui s'y passent ne sont pas forcément votre histoire, on est bien d'accord. Néanmoins, nous sommes des humains, nous avons une humanité commune
Et les histoires qui se passent dans les livres, il y a de fortes chances pour qu'elles aient un écho, d'une manière ou d'une autre, avec votre propre histoire. Par contre, les personnages ne répondent pas forcément de la même manière que vous. Et ça va nous donner un indice sur plusieurs choses. Déjà sur le fait que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et que des fois, vous n'arrivez pas à comprendre un proche qui vit la même chose que vous, tout simplement parce que, oui, il vit la même chose que vous, mais il ne réagit pas de la même manière que vous parce que les gens ne réagissent pas tous de la même manière. Ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même cerveau, ils n'ont pas les mêmes capacités de réaction face à une même situation. Et c'est normal et c'est OK. Ensuite, du coup, ce que ça va vous faire voir, c'est que vous allez pouvoir réagir autrement. Votre cerveau, si on le branche sur des solutions, trouve-moi des solutions par rapport à cette thématique. En lisant des histoires qui ne sont pas la vôtre, il va étudier l'éventualité, la possibilité de réagir autrement. Et ça, c'est pareil. Pour un travail autour de la bibliothérapie, c'est une matière incroyable. Enfin, votre cerveau, il aime les images et les métaphores. C'est pour ça qu'on aime les histoires, on aime les contes. À travers ces images, ces métaphores, il va s'identifier, il va trouver, lui, des liens entre ce que vous vivez et ce que le personnage dans l'histoire est en train de vivre. Et ça marche vraiment très bien, par exemple, avec les contes. Et puis les contes, très souvent, ils font appel aussi à un imaginaire collectif qui, lui, du coup, est un reflet de ce que j'ai appelé tout à l'heure notre humanité commune. Ce qui fait qu'à travers les contes, on comprend bien que même si vous n'avez pas forcément rencontré le diable en personne, peut-être que votre intelligence peut quand même vous aider à vous tirer d'un mauvais pas. À partir des images et des métaphores aussi que vous allez relever dans vos lectures, on va pouvoir travailler sur des valeurs, sur des qualités qui vous sont importantes et dont vous n'aviez pas forcément connaissance, ou conscience en tout cas. Bon, j'espère que je suis assez claire et que je ne me perds pas dans toutes ces explications parce que vraiment c'est un sujet qui me passionne et vraiment qui peut être utile pour les gens pour aller mieux dans leur vie. Je vous fais juste quelques secondes sur les autres bienfaits de la lecture, n'est-ce pas ? Ce pourquoi tout le monde devrait lire et lire plus, très honnêtement. Évidemment, la lecture, ça aide votre cerveau aussi à se détendre, ça aide à la concentration. C'est-à-dire que quand vous lisez, vous êtes concentré sur une chose. Donc, ça lui permet de se déconnecter, ça lui permet de prendre du recul. Et en fait, pendant que vous êtes consciemment en train de vous focaliser sur l'histoire qui est en train de se dérouler sous vos yeux, et que vos yeux font un aller-retour sur la page à votre rythme, ça permet de ralentir la pensée aussi. Et en arrière-plan, votre cerveau, il va faire un petit tri un peu comme quand vous dormez et que vous rêvez. Il va faire un petit tri de ce qui s'est passé. Il va faire redescendre les émotions, le stress de la journée et ça va vous permettre d'avoir les idées plus claires et de prendre du recul sur la situation. De la même manière, lire avant de s'endormir, ça va aider à l'endormissement. Alors oui, il n'y a pas d'écran. Même si vous lisez sur liseuse, en fait, c'est pas rétroéclairé. Enfin, vous avez ce jeu de lumière qui va pouvoir calmer vos yeux et puis favoriser physiologiquement l'endormissement. Mais c'est aussi parce que votre cerveau va être focalisé sur une lecture avec un rythme de lecture qui va vous permettre de ralentir et qui va vous permettre de mieux vous endormir. Donc évidemment, je ne peux que vous conseiller de lire avant de vous endormir. Alors, j'ai souvent en accompagnement des gens qui me disent « Bah oui, mais en fait, moi je suis trop fatiguée, je m'endors sur mon livre. » Mais c'est parfait, c'est très bien. C'est très bien de s'endormir sur son livre. Alors, si vous voulez avoir de la lecture d'apprentissage ou en tout cas qui vous demande une focalisation plus importante, moi je vous conseille, alors moi c'est ce que je fais, je vous conseille d'être comme moi et d'avoir plusieurs lectures en même temps. C'est-à-dire que les moments de la journée où vous êtes plus alerte, vous n'allez pas vous endormir directement dessus, profitez-en pour lire un essai, pour lire un livre de développement personnel, pour lire un livre où vous avez envie et besoin de vous mettre en mode apprentissage, par exemple. Et quand c'est l'heure de s'endormir et que vous voulez vous détendre, prenez un livre de lecture plaisir. Faites-moi plaisir, justement. Prenez un livre de lecture plaisir. Faites les deux. Après, c'est pas grave, vous lisez pas très vite. Mais on s'en fiche. C'est pas grave. L'important, c'est de bénéficier de ce temps de lecture.
Je vais arrêter là cet épisode qui est déjà beaucoup trop long. je pensais faire un petit épisode court et en fait j'avais beaucoup de choses à dire. Je vous rappelle juste que si jamais ça vous a intéressé et que vous êtes curieux de découvrir la bibliothérapie, moi je suis accompagnante en bibliothérapie, je m'appelle Célie Adamzik et vous pouvez prendre avec moi un rendez-vous pour un appel découverte, c'est gratuit, ça dure entre 20 et 30 minutes. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet celia.fr ou par mail celie.octopuscreatio@gmail.com ou encore mieux, vous pouvez m'envoyer un MP sur Instagram. On prendra le temps de discuter puis de voir si votre problématique peut bénéficier d'un accompagnement en bibliothérapie et puis de faire connaissance pour voir si je suis la personne idéale pour vous accompagner. Je vous remercie énormément d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de très belles lectures et je vous retrouve très vite pour un épisode du podcast Pourquoi tu lis ?